Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du compositeur Edgar Varèse. Edgar Varèse est né en décembre 1883 à Paris. Son père est d'origine italienne et sa mère est bourguignonne. Très tôt, il sera confié à son oncle et son grand-père maternel, Claude Cortot, qui sera pour lui une figure paternelle. En 1892, la famille Varèse décide de s'installer à Turin, en Italie. Il apprit l'italien dans la rue, grâce à d'autres enfants avec qui il jouait. En 1894, le jeune Varèse entend pour la première fois une œuvre qui le marquera fortement. Prélude à l'après-midi d'un faune de Claude Debussy. C'est également en 1894 que Varèse, tout juste âgé de 11 ans et sans grande maîtrise du solfège, composa sa première œuvre, son grand opéra, Martin Paz, basé sur un livret de Jules Verne. Comme pour la plupart de ses œuvres de jeunesse, il ne reste plus rien. La seule information que nous avons est que cet opéra était pour mandoline, tambour et chœur d'écolier. Sa mère meurt en 1897 et les relations avec son père sont de plus en plus compliquées. En 1900, Giovanni Bolzoni, directeur du conservatoire de Turin, donne clandestinement, soit sans l'autorisation de M. Varèse et sans demander d'argent, des cours d'harmonie et de contrepoint à Edgar. Influencé par son père, ce dernier suivra des études de Polytechnique à Turin. L'année 1900 de Varèse fut également marquée par l'exposition universelle de Paris, où Claude Cortot l'emmènera. En 1902, Varèse fera ses premiers pas en tant que chef d'orchestre à la tête de l'orchestre du Conservatoire de Turin. Cette expérience marquera le début d'une longue carrière de chef d'orchestre. En 1903, les tensions sont telles avec son père que, après une dispute qui dégénérera, Varèse décida de partir pour Paris. Il se met à copier de la musique afin de pouvoir gagner un peu d'argent. Quelques mois après son arrivée, il est admis à la Schola Cantorum, où il suit les classes de Vincent d'Indy et d'Albert Roussel. Il y découvrira la musique vocale du Moyen-Âge et de la Renaissance, période qu'il appréciait particulièrement. C'est durant cette année 1905 que Varèse commence réellement la composition. Ses œuvres ont été perdues quelques années plus tard. En effet, toutes les œuvres de Varèse avant Amérique, soit toutes celles avant 1921, ont brûlé dans un hangar où Varèse avait entreposé ses affaires. La seule œuvre restante de cette période s'intitule Un grand sommeil noir, mélodie pour soprano et piano de 1906. En effet, seule cette œuvre fut publiée. Pour revenir à ses études, après une querelle avec d'Indy, il décide en 1906 de quitter la Schola Cantorum pour étudier au conservatoire dans la classe de Widor. Il y reste seulement 5 mois, durant lesquels il échoue au prix de Rome et eut un conflit avec Fauré, directeur du conservatoire à cette époque. C'est durant ces années parisiennes qu'il fera 2 rencontres qui le marqueront fortement. Romain Rolland et Claude Debussy, personnage qu'il admirait beaucoup, et ce depuis son plus jeune âge. Seulement Varèse s'ennuie à Paris et veut s'éloigner du sentiment bourgeois. C'est pourquoi il décide de partir pour l'Allemagne, pays selon lui de la modernité musicale. Il y rencontrera Busoni, qui deviendra son maître et ami, Ravel, Muck ou encore Strauss. Au cours d'un entretien avec Fred Grunfeld, Varèse déclara « J'ai eu le privilège, lorsque j'étais jeune, d'avoir le parrainage de 4 grands musiciens. Debussy, Strauss, Busoni et Muck. Tous des hommes très développés intellectuellement, d'une grande culture, pleine d'imagination et de curiosité. Ils n'étaient pas limités, comme le sont un grand nombre de musiciens, par le métier de la musique. Ils étaient chez eux dans tous les arts. » Strauss l'aidera à faire jouer sa première symphonie à Berlin en 1910. Bourgogne à la mémoire de Claude Cortot, bourguignon, qui décédera malheureusement quelques mois avant sa création. Pour la première fois, mais certainement pas la dernière de la carrière de Varèse, ni le public ni la critique ont apprécié cette œuvre. Certains parleront de bruit infernal, musique de chat ou encore cacophonie. Il s'agira du premier scandale de sa carrière. L'œuvre sera détruite en 1962 par Varèse. En 1914, il décide de partir vivre à Prague, où il dirigera différents concerts qui, contrairement à ses compositions, rencontreront beaucoup de succès. Cependant, le 3 août 1914, l'Allemagne déclare la guerre à la France. Il est mobilisé mais sera très vite déclaré inapte. La vie artistique en Europe tourne au ralenti.
Il part pour l'Amérique le 18 décembre 1915, sans parler la langue, en ne connaissant que quelques personnes et avec 80 $ en poche. Une fois arrivé aux États-Unis, Varèse a deux objectifs: diriger pour gagner de l'argent et créer de nouveaux instruments capables de se prêter à l'expression de sa pensée musicale. Le 1er avril 1917, Varèse dirige le Requiem de Berlioz à l'Hippodrome de New York. Le concert est un grand succès et la critique est positive. Varèse se fait un nom dans le monde musical américain. Cependant, l'entrée en guerre des USA quelques jours après ce concert ralentit la vie artistique du pays. Entre 1918 et 1919, Varèse continue son chemin de chef d'orchestre et crée le New Symphony Orchestra. Son but était de faire jouer des œuvres de musique modernes. Peut-être trop modernes pour le public. Les collaborateurs de Varèse lui ont donc suggéré de soit accepter de mettre des œuvres plus classiques, soit de partir. Bien évidemment, Varèse a démissionné. C'est en 1920 que, après une période en tant que vendeur de piano et où la composition n'avançait pas, petit rappel, dernière composition achevée, Bourgogne 1910, Varèse reçut un chèque important de la part de mécènes dont il ne connaîtra jamais l'identité. Il put avancer et achever l'œuvre en cours, Amérique. Je vais maintenant faire un arrêt dans la vie du compositeur pour vous parler de cette œuvre composée entre 1920 et 1921, dédiée à ses amis inconnus du printemps 1921. Cette œuvre est considérée comme la première de son catalogue. Il dira lui-même « Mon œuvre commence avec Amérique ». Cette œuvre, dans sa première version, nécessite 142 musiciens. Deux particularités sont à noter. La première est la place des percussions au sein de l'œuvre. Jusqu'alors utilisées comme soutien pour les dynamiques ou les cadences, elles tiennent ici une importance égale aux autres pupitres instrumentaux. Cette attention de Varèse pour les percussions vient de son intérêt pour les sons, et non les notes. La deuxième particularité est l'utilisation de deux sirènes de pompiers. Regardons maintenant la partition. Le premier motif que l'on entend est celui de la flûte en sol. Ce thème modal est accompagné par un ostinato à la harpe en si bémol mineur et d'une cellule chromatique au basson. Le thème principal de la flûte représente l'essentiel du morceau, car ce motif sera réutilisé, varié et modelé tout au long de l'œuvre. Par exemple, au début avec un accompagnement de harpe et contre-chant du basson. Plus loin, ce motif sera joué avec un accompagnement de harpe et percussion. Les instruments de percussion sont eux signalés sur la partition avec des numéros allant de 1 à 9. Chaque numéro correspond à un musicien. On observe également de fortes dissonances, notamment aux cordes. Varèse fait s'entrechoquer les sons. Concernant le nom de ses œuvres, bien que beaucoup aient cru voir en analysant Amérique une description du pays et de l'industrie, ce n'était pas l'intention de Varèse. Je répète ce que j'ai déjà écrit. L'analyse est stérile. Expliquer la musique en l'analysant, c'est décomposer, mutiler l'esprit de l'œuvre. Elle n'a pas plus d'importance que le titre d'une partition qui sert tout au plus à classer l'œuvre. J'avoue que j'éprouve un grand plaisir à choisir mes titres. C'est une sorte de passe-temps parental, comme on baptise un nouveau-né, très différent de l'activité intense qui consiste à créer. Je ne trouve pas de fantaisie dans les noms courants. J'emprunte souvent mes titres aux mathématiques ou à l'astronomie parce que ces sciences stimulent mon imagination et me donnent une impression de mouvement, de rythme. Cette œuvre ne fit pas l'unanimité et partagea le public et la critique. Certains l'ont huée, d'autres ont été époustouflés. Varèse, accompagné de Carlos Salcedo, créa en 1921 l'International Composers Guild, qui eut pour but de permettre au public d'entrer en contact avec la musique de son époque. Comme les moyens étaient restreints, les œuvres jouées ou créées pour l'occasion devaient être pour petite formation. Varèse compose alors Offrande. Offrande, pour soprane et ensemble de chambre, est composée de deux mélodies, la chanson de là-haut, dédiée à Louise Varèse, et la Croix du Sud, dédiée à Salcedo. Contrairement à la plupart de ses œuvres, les différentes représentations d'offrandes se passeront bien et le succès sera au rendez-vous. Différentes particularités caractéristiques de l'esthétique de Varèse sont à noter dans cette œuvre. La polarisation sur une seule note, le ré aigu de la trompette dans la chanson de là-haut, la combinaison de la harpe et des percussions, rappelant Amérique,
les différentes dynamiques rapides et contrastées. Il y a également l'utilisation de modes de jeu variés, comme le Flatterzong. Des glissando et sons particuliers à la harpe, des effets de sourdine et sulpondicello aux cordes, ainsi que des accords gratte-ciel avec des clusters aux extrémités. Il utilise également le figuralisme. On entend la trompette après avoir parlé du clairon dans la chanson de là-haut, ou encore un rappel du chant des oiseaux. La création de l'œuvre sera lors du premier concert de l'ICG en 1922. La même année, lors d'un voyage en Allemagne, il créera avec Muck et Busoni l'équivalent européen de l'ICG, l'IKG. Le 4 mars 1923 a lieu la création d'Hyperprisme dans le cadre de l'ICG, création dirigée par Edgar lui-même, où une émeute eut lieu, du jamais vu dans le monde musical new-yorkais. Dans cette œuvre, Varèse s'est inspiré de l'effet d'un prisme sur la lumière pour l'adapter à la musique. Varèse veut décomposer le son. Cette œuvre ne contient ni thème chantable ou mémorisable, ni tempo ou métrique constant, le matériau est en constante évolution. Il se détruit, se reconstruit et modifié, rallongé, raccourci, etc. L'auditeur doit fournir un effort pour réellement écouter et sentir l'œuvre. Les blocs sonores organisés s'entrechoquent, s'opposent, ils défient toutes les règles établies jusque-là. Varèse est particulièrement attiré par les glissandis. Il utilisera donc une sirène ainsi que 2 trombones. Après Hyperprisme, Octandre voit le jour. Varèse enchaîne les compositions pour l'ICG. Composé de 3 mouvements successifs, chacun introduit par un solo. Sur le plan analytique, on y retrouve de nombreux chromatismes, d'intervalles de demi-ton et des chromatismes coupés d'octaviation. Les instruments sont utilisés jusque dans leur extrême. Par exemple, la flûte monte au contrut dièse. Ce procédé entraîne chez l'auditeur une impression de tension, comme si quelque chose était sur le point de craquer, d'exploser. Il y a beaucoup d'indications sur la partition. Animé jubilatoire, très scandé, un peu angoissé. Les silences ont également une grande place dans l'œuvre. Le premier mouvement se termine par long silence, sans interrompre, attaquer le second mouvement, sachant que le second mouvement commence par une mesure de silence. Encore une fois, la critique fut sévère. 4 minutes de bruit, rugissement de lion, miaulement d'un chat ébouillanté. Dans plusieurs interviews, on demandera à Varèse d'expliquer son avance sur son temps, et par conséquent, de justifier cet écart entre le public et ses œuvres. Il aura toujours la même réponse. Il y a toujours eu une incompréhension entre le compositeur et sa génération. L'explication habituelle de ce phénomène est que l'artiste devance son époque, ce qui est absurde. En fait, l'artiste créateur est, d'une manière particulière, le témoin de son époque. Or, c'est parce que le public, par ses dispositions et son expérience, est en retard de 50 ans, qu'il y a désaccord entre ce public et le compositeur. Prochaine œuvre dans la liste des compositions de Varèse, intégrale 1925. La création eut lieu à New York et fut dirigée par Stokowski. Œuvre pour 11 vents et 17 percussions en 3 parties, andantino, allegro et lento. On retrouve dans cette œuvre de nombreuses caractéristiques de l'esthétique de Varèse. Verticalité de l'écriture, partie des percussions importantes tant par son nombre que sa place au sein de l'œuvre, accords gratte-ciel, accords et notes répétées, mélodie atonale, même si certains thèmes de l'œuvre sont organisés autour d'une note que nous pourrions qualifier de tonique ou de finale, contraste de dynamique et de vitesse. Ici, Varèse montre son intérêt pour la spatialisation du son. 1927, Arcana. Création en avril, toujours par Stokowski. Cette année marque également la fin de l'ICG et la naturalisation américaine de Varèse. Arcana nécessite 119 musiciens. Au début de l'œuvre, nous avons un motif de 3 notes. La, si bémol, do, motif inquiétant. Puis un accord comportant de nombreuses dissonances, des intervalles diminués et marqué par un grand ambitus. La critique parlera d'un cauchemar magnifiquement stylisé, cauchemar de géant. Là encore, les éléments thématiques se succèdent, se détruisent et s'entrechoquent. Les silences participent à l'atmosphère angoissante de l'œuvre. Vous l'aurez compris, les années 20 furent très riches en composition. On ne soulignera jamais assez le rôle de l'ICG dans la carrière de Varèse. L'année suivante, soit en 1928, Varèse décide de quitter le nouveau continent pour revenir en France,
alors que l'Amérique semblait enfin prête à l'écouter. Il y restera 5 ans, 5 ans de creux. Ces années ont tout de même permis à Varèse de se faire un nom en France. Concernant sa composition, il commence 2 œuvres, l'Astronome et Ionisation. Sûrement trop perfectionniste, l'Astronome est une œuvre qui ne vit jamais le jour, mais qui le hantera de longues années. L'autre œuvre, Ionisation, fut écrite entre 1929 et 1931 pour 13 percussionnistes, 39 instruments de percussion et un piano. Par l'utilisation d'instruments de percussion, Varèse veut jouer sur le timbre, c'est-à-dire le composant du son, les contrastes, les différents modes de production du son et les rythmes. Il n'existe pas de thème reconnaissable et rechantable. Varèse souhaite se détacher de la ligne mélodique. La pulsation n'est pas régulière. Il y a de nombreux changements de métrique. Il retourne à New York en fin d'année 1933 et commence Équatorial, inspiré par le Popol Vuh, livre sacré des Mayas quichés. Cette œuvre a connu différentes versions en raison de problèmes acoustiques découverts au fur et à mesure des années. Dans la première version, la partie vocale était écrite pour un homme soliste. Dans les dernières versions, le soliste fut remplacé par un chœur d'hommes à l'unisson. Les 2 thérémines furent remplacées dans la version de 1961 par 2 ondes Martenot. Il s'agit de la première œuvre où Varèse utilise des instruments électriques plus sophistiqués qu'une sirène. L'œuvre se voulait dramatique et incantatoire. Les paroles tiennent une place importante, d'où les nombreuses indications, dynamiques et l'écriture syllabique. Après cette œuvre, Varèse s'éloigne et se retire du monde musical. Il voyage au Nouveau-Mexique, plus particulièrement à Santa Fe, San Francisco et Los Angeles pour retourner à New York en 1940. Pendant près de 20 ans, on n'entendra pratiquement pas parler de lui. Il ne terminera qu'une seule œuvre. En effet, ces années seront marquées d'échecs, de refus, d'œuvres inachevées et d'une dépression. Density 21,5, composée en 1936, est une pièce pour flûte seule écrite à la demande du flûtiste Georges Barrère pour l'inauguration de sa nouvelle flûte en platine. Pour une fois, le titre a un sens. Aucun rapport avec la musique en elle-même, mais bien avec la flûte de M. Barrère. En effet, le platine a une densité, ou une masse volumique, de 21,45, soit 21,5 g par cm3. Cette œuvre est basée sur 2 motifs mélodiques. Le premier est binaire et modal. On peut le trouver au début ainsi qu'à la fin de l'œuvre. On peut comparer son rythme à un rubato écrit. On perd la sensation de pulsation, comme dans Syrinx de Debussy. Le deuxième motif est basé sur un rythme ternaire et atonal. Les rythmes sont plus courts et la pulsation plus perceptible que pour le premier motif. L'écriture de la flûte est particulière. Il utilise tout l'ambitus, du do grave au ré suraigu. On y voit de grands intervalles, des contrastes de nuances, une richesse des dynamiques et multiples techniques de jeu, certaines donnant des effets percussifs, notamment en tapant sur les clés. C'est en 1950, alors âgé de 66 ans, que Varèse renaît. En effet, il est contacté pour faire son premier micro-sillon. Il se lance également sur un nouveau projet auquel il avait réfléchi lors de ses années d'absence, Désert. Cette œuvre mixte, pour orchestre et bande magnétique, fut composée entre 1950 et 1954. La composition de cette œuvre peut se découper en 2 parties. La première fut la composition des parties orchestrales, qui dura 2 ans. À partir de 1952, à l'aide de son magnétophone, Varèse, assisté de Anne Macmillan, commença à enregistrer des sons à Philadelphie. C'est en 1953 que Pierre Schaeffer invite Varèse dans les studios du club d'essai de la RTF à Paris afin de finaliser son projet, aidé cette fois-ci par Pierre Henry. La pièce se découpe de la sorte. 4 parties instrumentales coupées par des interpolations. Je vous propose maintenant de regarder quelques détails de la partition. On y trouve de nombreuses indications de nuances, différents modes de jeu, sourdine, tri, vibrato, et notamment pour les percussions, roulement, sur le bord de la peau, paume de la main, baguette dure, etc. Le piccolo et le tuba contrebasse dans leurs registres extrêmes, une grande place des percussions, presque seules ou seules à différents passages, contraste de masse sonore, accords gratte-ciel, pertinence des silences, notamment dans la dernière mesure. Varèse indique qu'il faut battre les silences. La création de cette œuvre se déroula le 2 décembre 1954 au Théâtre des Champs-Élysées. Ce concert fut un événement. En effet, il s'agissait d'un événement radiophonique, la première émission diffusée en stéréophonie par la RTF
et donc tout cela en direct. Au programme de la soirée, Mozart, Varèse, Tchaïkovski. Le concert était présenté par Pierre Boulez, et bien que Varèse ne voulait pas d'introduction à son morceau, Boulez décrit des airs au public. Il expliqua notamment qu'ils étaient sur le point d'entendre des bruits d'usine. Et pourtant, malgré les précisions de Boulez, Désert sera le plus grand scandale musical depuis le Sacre du printemps d'Igor Stravinsky en 1913. Dès la première interpolation musicale, le public s'est mis à crier toutes sortes d'injures, à siffler et se bagarrer pour que l'œuvre s'arrête. Certains dans la salle applaudiront pour soutenir l'œuvre et son compositeur. Varèse, alors dans la salle, sortit, déçu au milieu du chahut et des cris. Le lendemain, dans la presse, on pourra lire « Ce monsieur Varèse devrait être fusillé séance tenante. Et puis non, ce serait encore du bruit, il serait trop content. C'est la chaise électrique qui convient à cet électro-symphoniste. » Cette œuvre marquera l'entrée de l'électronique dans le monde de la musique instrumentale. Naturellement, si les gens n'aiment pas une musique, c'est leur droit, c'est même leur devoir de la vomir s'ils le veulent. Mais pour la vomir, au moins faut-il qu'il l'ait avalée d'abord. Je trouve qu'il est absolument imbécile de huer une œuvre avant de savoir ce que cette œuvre veut dire. Il ajouta « On peut dire que jusqu'à nos jours, la France a eu de grands musiciens, mais elle n'a jamais eu de public musical. » C'est en 1957 que Edgar Varèse est contacté par Le Corbusier pour réaliser un pavillon musical à l'occasion de l'exposition universelle. La société Philips mit à disposition de Varèse un studio afin qu'il puisse créer cette œuvre électro-acoustique. Ce projet sera à la fois un spectacle de son, mais aussi de lumière pouvant accueillir du public. 3 noms ressortent de ce projet. Le Corbusier, au choix des images, couleurs, visages utilisés. Xenakis, qui dessinera les plans du pavillon et composera ce qui servira de musique de fond entre les passages du public. Et Varèse, compositeur. La musique, projetée par les 425 haut-parleurs, formait comme une route de son. Cela donnait l'impression que la musique tournait dans le pavillon. Cette œuvre dura 34 jours, à raison de 16 séances par jour. Plus d'1 million de visiteurs ont pu vivre cette expérience. Après l'exposition, le bâtiment fut rasé. Il ne reste de cette œuvre que les bandes magnétiques. Varèse fut très déçu de cela, car l'œuvre était spécialement faite pour remplir l'espace du pavillon. Le rendu dans un autre lieu pourrait se faire, mais serait forcément moins bien. Les années 60 marquent le début de sa notoriété mondiale. Il compose Nocturnal en 1961. Cette œuvre sera la dernière. Le texte est basé sur le recueil La maison de l'inceste d'Anaïs Nin, ainsi que l'ajout d'onomatopées. Nous avons, comme dans Équatorial, un esprit sombre et incantatoire. Là aussi, nous avons l'ambitus des instruments exploités au maximum. Les bois dans le suraigu, les percussions sont très présentes. Nous retrouvons les accords gratte-ciel. Le climax de l'œuvre est marqué par une longue vocalise et un si bémol aigu tenu par la soprano. Dans ces dernières années, Varèse essaiera de reprendre certains projets inachevés, mais ne termina plus aucun projet. Il mourut à 82 ans le 6 novembre 1965 à New York. Au cours de sa vie, Varèse aura créé de nombreuses structures ou organisations permettant de faire vivre la musique. Dans sa première interview pour le New York Telegraph, en mars 1916, il déclare « J'ai toujours senti dans mon œuvre personnelle le besoin de nouveaux moyens d'expression. Je refuse de ne me soumettre qu'à des sons déjà entendus. Ce que je recherche, ce sont de nouveaux moyens techniques qui puissent se prêter à n'importe quelle expression de la pensée et la soutenir. » Voilà une citation qui résume bien Edgar Varèse.